Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans ce journal du 31 août 2022. Voici les principaux titres. La solution ne peut en aucun cas être la même pour tous les enfants en situation de rue. Le coordinateur de New Generation conseille au gouvernement d'analyser cas par cas pour mettre fin à ce phénomène. Plus de 10 000 francs d'amende sans quittance pour excès de vitesse. Certains chauffeurs accusent les policiers de les rançonner. Pénurie d'eau potable depuis plus de 3 mois dans certains quartiers de la zone Kanyosha. Nous allons également vous en parler dans un instant, le développement des titres. Il y a des grognes chez les chauffeurs des véhicules et des motocyclettes dans la ville de Bujumbura suite à l'argent que les policiers leur imposent comme amende relative à l'excès de vitesse. Cette somme d'argent est comprise entre 10 000 et 20 000 francs et les policiers ne délivrent pas de quittance justificative. Le point avec Elvis Nyomongere. Les conducteurs de véhicules à mairie de Bujumbura dénoncent le comportement de certains agents de la police de roulage. Ces derniers, au lieu de faire payer une amende moyennant une quittance aux chauffeurs attrapés en violation du code de la route, ils les demandent de la corruption et les laissent passer comme si de rien n'était, témoigne un des chauffeurs qui s'est confié à la RPA. Ce sont les policiers qui utilisent ces caméras. Ils ont comme travail de sanctionner les fautifs identifiés par ces appareils qui contrôlent l'excès de vitesse dans la ville de Bujumbura. Nous ne savons donc pas que ces policiers ont le rôle de contrôler ces appareils ou de contrôler dans les poches des conducteurs de véhicules. Nos sources précisent que ces policiers exigent aux fautifs une somme d'argent comprise entre 10 000 et 20 000 francs burundais et sans aucune pièce de justification. Normalement, lorsqu'on t'arrête en cas d'excès de vitesse, on consulte l'appareil caméra récemment introduit pour te montrer que tu es réellement fautif. Lorsque l'appareil prouve que tu as réellement dépassé la vitesse normale, tu dois payer une amende de 50 000 francs. Mais si tu leur donnes 20 000 francs de corrélation, ils dépassent cette amende dans l'appareil et te laissent partir tranquillement. Ces conducteurs de véhicules à mairie de Bujumbura demandent aux responsables de la police de roulage de couper court avec son comportement qui déshonore l'image du pays. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de contacter le commissaire de la police de roulage, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Je vous le disais dans les titres, certains quartiers de la zone Kanyosha, en commune Muha, dans la municipalité de Bujumbura, font face à une pénurie accrue d'eau potable depuis plus de 3 mois. On citerait le quartier Kajiji riverain de Kizingwe, où les citoyens effectuent une longue distance à la recherche de l'eau et des fois sans succès. Le point avec Eric Nyonzima. Le quartier Kajiji est l'un des quartiers de la zone Kanyosha à mairie de Bujumbura qui fait face à un manque criant d'eau potable. Comme l'indique la population locale, suite à un trajet qu'elle effectue à la recherche de l'eau et des fois n'en trouve pas, la majorité préfère puiser dans la rivière Kizing, une rivière pourtant qui regorge de multiples déchets et saletés produits par les fabricants de briques. À cet effet, il faut être plus matinal pour puiser avant qu'il arrive, indique ce citoyen. Celui qui n'a pas été matinal pour puiser dans Kizingwe, il s'y rend vers 8h ou 9h. Et à ce moment, les fabricants de briques sont déjà à l'œuvre. L'eau alors devient trop sale, d'autant plus que ces fabricants de briques n'ont pas de latrine et se soulagent aux environs de cette rivière. Les citoyens puisent ainsi de l'eau pleine de déchets et saletés. Les habitants du quartier Kajiji se plaignent alors contre la régie des eaux qui fait sourd-oreille face à cette pénurie d'eau cliente, alors que cette entreprise émet régulièrement les factures pour la consommation d'eau. Ils accusent aussi à la régie des eaux de se soucier uniquement des quartiers nantes. Demain ou après-demain, oseront-ils émettre des factures pour des gens qui n'ont pas été approvisionnés à l'eau? Ou encore, si ces gens attraperaient des maladies de main sale, le gouvernement n'encaissera pas de pertes. La situation se présente ainsi au moment où les responsables de la régie des eaux se méfient de la problématique. Ils se soucient plutôt des habitants des quartiers Gihosha, Kiriri, Mutanga Nord, Mutanga Sud et ailleurs. Les autres quartiers de petits citoyens sont à ignorer.
ignorés alors que ce sont eux qui sont plus sollicités pour les voix électorales. Les habitants d'Okajiji ainsi que ceux des autres quartiers de la zone Kanyosha plaident pour la résolution de ce problème relatif au manque d'eau potable avant que les maladies liées à l'insalubrité ne les envahissent et les ravagent. L'exigence des contributions aux fonctionnaires de l'État est l'un des moyens utilisés actuellement par le parti au pouvoir pour voler sa population. Propos de Jérémy Minani, président du parti RDB. Selon lui, le salaire d'un fonctionnaire est une chose qu'il faut respecter et qu'on touche selon l'accord entre le fonctionnaire en question et son employeur. Suivez Jérémy Minani, le président du parti RDB. Ce n'est pas la première fois que la tyrannie sanguinaire de CNDD-FDD utilise contribution forcée pour racketter la population burundaise. Nous avons vu à maintes reprises les détenteurs du pouvoir burundais obliger les citoyens ordinaires burundais à payer des sommes d'argent que le régime justifie par le fait qu'il veut exécuter des travaux publics. Il faut que le gouvernement comprenne que le salaire d'un fonctionnaire protégé, on ne peut pas, personne n'a le droit, aucun employeur n'a le droit, même si c'est le cas, de retirer des sommes à la base du salaire d'un fonctionnaire sans son consentement. Il faut que les fonctionnaires de l'ONATEL, mais aussi tous les Burundais comprennent que personne n'a le droit de les obliger à contribuer pour l'exécution des travaux publics. Personne ne peut accepter de se faire racketter sous prétexte de contribuer à exécuter des travaux publics. De surcroît, selon Jérémy Minani, quand le gouvernement planifie de faire quelque chose, il doit aussi planifier un budget. Dans le cas contraire, c'est du vol. Ce qui veut dire que le gouvernement ne devrait pas extorquer de l'argent à sa population alors qu'elle est déjà dans une misère excessive. Encore une fois, Jérémy Minani. Il est inconcevable, voire même inacceptable, qu'un fonctionnaire de l'État soit obligé de payer des sommes d'argent retirées à la source sans consentement. Une contribution, si on peut l'appeler contribution, elle doit être volontaire. On ne peut pas obliger quelqu'un à donner une contribution. Alors qu'en réalité, lorsque l'État veut exécuter un certain nombre de travaux, il planifie ça dans le budget de l'État, de sorte que les fonds qui seront utilisés à exécuter ces projets sont alloués par le Parlement dans le budget de l'État. Lorsque on oblige une personne à contribuer de quelque manière que ce soit, ce n'est plus une contribution, c'est un racket. C'est ça le problème, parce que chaque fois que le gouvernement du CNDD-FDD rackette la population, on ne sait pas le montant exact de l'argent qui est récolté, on ne sait pas l'utilisation de ces fonds. Bref, nous avons un régime des détenteurs du pouvoir qui sont dans la logique de racketter la population pour remplir leurs poches. Il faut aussi mentionner, parce que c'est vraiment très important, que nous avons dans notre pays la faim, nous avons la pauvreté qui ont plus une ampleur exceptionnelle depuis 2015. Donc, nous avons le citoyen ordinaire qui est déjà affamé, qui est déjà appauvri et qui se voit encore une fois obligé de toucher dans sa poche pour alimenter les poches des détenteurs de pouvoir. C'est ça ce qui fait mal. Nous devons avoir le courage de dire non, de refuser ce genre de raquette. Nous devons avoir le courage de refuser cette politique qui vise à accroître la misère qui frappe déjà le citoyen ordinaire. Jérémy Minani, le président du parti RDB, réagit après la décision des responsables de l'Office national de télécommunications, une décision selon laquelle une certaine somme d'argent doit être retranchée sur le salaire de chaque fonctionnaire de cette entreprise dans le but de contribuer pour la construction du palais présidentiel. Parlons éducation à présent. La décision du ministère ayant en charge l'éducation de demander au lycée central Saint-Gabriel, communément appelé libre, de déménager est une décision qui vise à perturber les activités de la dite école, mais également à perturber les parents et les élèves. Réaction de Lali Nivizi, défenseur des droits de l'homme et ancienne syndicaliste. Elle réagit après que l'école lycée central Saint-Gabriel a été obligée de quitter le site où étaient implantés ses locaux pour aller débuter ailleurs l'année scolaire 2022-2023.
la décision du ministère ayant en charge l'éducation et la recherche scientifique de demander au lycée central Saint-Gabriel de changer de site où doit fonctionner l'école est une décision surprise et même une perturbation des activités de l'école, une perturbation des investissements de l'école, mais aussi une perturbation des parents et des élèves. Normalement, la mise en place des écoles est réglementée par une convention entre l'école, le privé et l'État. Et avant de mettre fin à la convention qui les unit, le gouvernement, le ministère devrait d'abord avertir, devait passer par certaines procédures qui consistent au dialogue, qui consistent à l'avertissement, afin que, avant même la fin de l'année scolaire, l'école, l'investisseur privé qui a mis en place, qui gère l'école, puissent chercher un autre site, chercher d'autres locaux, s'organiser autrement et prévoir la rentrée scolaire à une certaine période où les infrastructures seraient prêtes. Je considère que vraiment le gouvernement du Burundi vient de casser les initiatives des investisseurs privés en matière de mise en place des écoles. Il vient de perturber la rentrée scolaire et je pourrais même dire que c'est un acte méchant. Parce que ça va causer une forte perte. La veille de la rentrée scolaire, il est difficile de voir un site où on peut s'organiser. Avoir un site, d'accord, mais aussi chercher un capital. Ça, c'est une grande perte. Au moment où le Burundi manque d'écoles, le gouvernement devrait plutôt encourager les investisseurs privés de créer de nouvelles initiatives au lieu de ruiner les initiatives qui étaient en cours et afin de favoriser d'autres qui commencent à investir dans le secteur de l'éducation. Eulalie Nivizi demande au gouvernement de ne pas prendre des décisions brutales et de mettre en avant le dialogue. Mon conseil serait que le gouvernement puisse revoir cette mesure, qu'il revoie cette mesure afin que l'école puisse s'organiser, afin que l'investisseur puisse s'organiser, chercher un autre emplacement, s'équiper, mais aussi pour que les élèves qui avaient déjà prévu d'étudier dans cette école-là puissent au moins chercher d'autres écoles, chercher d'autres places ailleurs, au cas où ce lycée ne réouvre pas. Je conseillerais au gouvernement de ne plus passer à des décisions aussi hâtives, aussi brutales, qui peuvent causer un mauvais précédent, mais aussi qui causent un préjudice, que le gouvernement arrête de telles mesures brutales, de telles mesures qui contribuent à détruire les initiatives, à ruiner l'économie, mais aussi à ruiner le social. Je conseillerais alors aux gestionnaires de l'école de tenter une action en justice. Et aussi aux parents. Ils ont le droit d'approcher la justice, même s'il y a des problèmes. Ce sont des droits qui ont été violés. Ce sont des enfants qui ont été perturbés. Le phénomène des enfants de la rue devient de plus en plus un casse-tête. Dans la ville de Bujumbura, certains habitants estiment que plus le gouvernement tarde à trouver une solution durable, plus les conséquences deviennent nombreuses. Ces citadins évoquent certains ennuis causés par ces enfants au sein de la communauté. Emmanuel Niungeko. Les enfants en situation de la rue sont toujours remarqués dans la capitale économique Bujumbura, bien qu'il y ait eu plusieurs rafles pour les arrêter au mois dernier. Même au cours de cette semaine, la police a déjà arrêté un grand nombre de ces enfants, comme en témoignent nos sources. Les habitants de Bujumbura estiment jusque-là que le gouvernement continue à passer à côté de la solution à ce problème, comme le disent ses parents. On les a arrêtés après l'incarcération au bureau spécial de recherche et on les a ramenés chez eux à l'intérieur du pays. Mais regarde, ils sont revenus. Ce matin, on a arrêté 44 autres. On les a amenés au cachot, mais moi je pense que les incarcérés n'est pas une solution. Tout d'abord, certains d'entre eux n'ont encore atteint l'âge d'être placés en détention. Pour moi, comme un parent, il faut ouvrir un centre suffisant pour leur rééducation et puis il faut les enseigner des métiers pour qu'ils puissent mener une vie comme des autres citoyens. Selon toujours ses parents, plus le gouvernement tarde à trouver solution durable à ce problème de ces enfants en situation de la rue, plus il risquerait de constituer un danger public. Ses parents condamnent certains forfaits commis par ces enfants. Tu ne sais pas tout près de l'ex-PAF, ils ont dérobé un sac aimé d'une maman. Ils se sont enfuis dans le conduit d'eau. Le policier qui les a pourchassés a été battu. Ils ont également tabassé un homme qui était dans son véhicule. Si tu es dans un bureau et que tu leur adresses la parole, ils n'hésitent pas à lancer des pierres. Dernièrement, tout près de l'Interbank,
Là où ils se trouvaient, le bureau du ministère du Plan, il y a une personne, je ne sais pas, s'il essayait de les empêcher de voler. Ils lui ont lancé des pierres et son bureau a été endommagé. Vous saurez que le nombre d'enfants en situation de la rue est estimé à plus de 7000. Chaque fois que le gouvernement cherchera à trouver une solution commune pour tous les enfants en situation de rue, il n'y parviendra pas. C'est ce que dit Teddy Claude Harushimana, coordinateur de l'organisation New Generation qui s'occupe également des enfants de la rue. Teddy Claude Harushimana classe ces enfants en catégories en tenant compte des causes qui les poussent à aller vivre dans la rue. Ces enfants, je peux les regrouper dans 4 catégories. Première catégorie, ce sont des enfants, justement, ce qu'on appelle des vrais enfants de la rue. C'est-à-dire, ce sont des enfants qui restent dans la rue, qui vivent de la rue. La rue devient leur famille, leur toit, leur rêve, tout c'est la rue. Deuxième catégorie, ce sont des enfants qu'on appelle, avec le terme qu'on utilise avec d'autres organisations, ce sont des enfants dans la rue. Donc, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui viennent dans la rue pour chercher, je sais pas, de la nourriture ou bien passer du temps, mais qu'à la fin de la journée, ces enfants puissent retourner dans leur famille. Troisième catégorie, ce sont les enfants qui fuguent. C'est-à-dire les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille parce qu'il y a des conflits entre les parents ou bien parce qu'il y a des parents qui ne respectent pas les droits de leurs enfants. Par exemple, des parents qui peuvent punir atrocement leurs enfants. Ça peut pousser les enfants à quitter le toit familial et se diriger dans la rue. Quatrième catégorie, ce sont des parents, cette fois-ci, qui sont irresponsables. Mais là, c'est une catégorie mais en même temps une cause. Pourquoi? Parce que ce sont les parents qui ne sont pas à mesure de bien éduquer, de prendre les responsabilités d'éduquer leurs enfants. Pourquoi? Parce que moi, je ne comprends pas comment est-ce que un enfant peut quitter le toit familial, se diriger dans la rue, passer 1 jour, 2 jours, 3 jours, même une semaine, sans que sa maman ou bien son papa ou bien son tuteur puisse s'alarmer. Une autre catégorie qui est en train de voir le jour, ce sont des enfants qui sont nés dans la rue. Donc, ça dit que le gouvernement, nos organisations et nos partenaires doivent premièrement penser à ces catégories et essayer de trouver des stratégies, mais aussi des moyens pour qu'on puisse trouver une solution en traitant cas par cas. Parce que chaque enfant a son histoire, chaque enfant a des raisons propres qui lui ont poussé à quitter sa famille et venir dans la rue. Teddy Claude Harushimana lance un appel aux différentes organisations pour secourir ces enfants qui, selon lui, peuvent devenir de bons leaders dans le futur. En se basant sur notre expérience, on considère un enfant de la rue comme un leader. Pourquoi un leader? Imagine-toi un enfant qui arrive à survivre, à se prendre en charge lui-même tout en étant dans la rue. Donc c'est formidable. Donc pour nous, on se dit, si on peut créer un autre environnement où cet enfant peut penser et rêver grand, ça sera vraiment une contribution à l'aider à préparer son propre avenir. On invite ces enfants dans notre centre parce qu'on a un centre où ces enfants peuvent venir apprendre des choses, mais aussi où on leur aide à changer parce que ces enfants, tout en vivant dans la rue, ils ont leur style de vie, ils peuvent consommer de la drogue, de l'alcool, mais aussi se lancer dans la prostitution. Alors, dans ce centre, on essaie d'aider ces enfants à changer leur comportement. On leur offre des services psychosociaux, mais aussi on essaie de connaître l'histoire de l'enfant, connaître les vraies causes qui l'ont poussé à aller vivre dans la rue. Il y a des enfants, après avoir fait des enquêtes, où on trouve que ces enfants, dans les familles, il y a toujours des conflits. Par exemple, il y a des enfants qui ont failli être assassinés par leurs propres parents. Imagine-toi dire à cet enfant de retourner dans sa famille. C'est vraiment un cauchemar, donc c'est quelque chose que l'enfant ne peut pas accepter. Donc on a des maisons de transit où ces enfants sont logés, nourris, mais aussi éduqués. Ces enfants ont droit à l'éducation, c'est-à-dire à retourner à l'école, mais aussi à apprendre un métier. Alors pour notre philosophie, on aide cet enfant jusqu'à ce qu'il termine
l'école secondaire et après cet enfant va choisir soit d'apprendre un métier utile à la vie, c'est-à-dire se lancer dans l'entrepreneuriat, ou bien poursuivre des études supérieures, c'est-à-dire aller à l'université. Il faut que toutes les forces vives de la nation puissent s'atteler, conjuguer les efforts pour que chacun puisse contribuer à juguler ce phénomène. Pourquoi? Parce que c'est vraiment difficile que le gouvernement seul puisse trouver une solution adéquate à ce phénomène. Voilà, c'était Claude Harushimana, le coordinateur de l'association New Generation. Et c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 31 août 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.